merci beaucoup. Bon, je remercie Attac et Henri Ruben de m'avoir invité, mais j'ai été, comment dirais-je, j'ai été invité assez récemment et donc j'espère que ça ira. Je n'ai pas eu le temps de préparer autant que peut-être j'aurais voulu parce que bon, j'ai aussi mon métier habituel et je ne me définirai pas ni comme anarchiste ni comme spécialiste de l'anarchisme, mais c'est vrai que je suis assez proche de Noam Chomsky et comment dirais-je, lui se définit comme un compagnon de route de l'anarchisme, c'est un peu par analogie avec compagnon de route des communistes, ironiquement, il n'est pas anarchiste, je dirais peut-être au sens strict, ou on peut, en tout cas on peut en discuter. Et une autre personne dont je vais parler, c'est, voilà Henri qui est responsable de cette invitation. Il a, comment dirais-je, il y a un autre que j'aime beaucoup, qui a beaucoup réfléchi sur l'anarchisme, qui en a beaucoup parlé, qui l'a analysé, c'est Bertrand Russell. Mais ces dernières années, j'ai été absorbé par les questions justement de guerre et de paix, de ce que j'appelle l'impérialisme humanitaire. Ça fait que l'anarchisme, mais une période de ma vie, c'est vrai que j'ai lu beaucoup des anarchistes, j'ai apporté des livres, vous pouvez regarder à l'interruption, ne les cliquez pas parce que l'anarchisme, comme le dit le titre de Baillargeon, c'est l'ordre moins le pouvoir, c'est pas le bordel, c'est l'ordre moins le pouvoir. Et si vous vous intéressez, par exemple, les livres de Guérin sont assez bons, Ni Dieu ni Maître, par exemple, l'anthologie faite par Daniel Guérin est assez intéressante. Alors il y a tous les classiques, Kropotkin, qui est un des intéressants. Et alors Russell, par exemple, vous avez les chemins vers la liberté, qui en français s'appelle Le monde tel qu'il pourrait être, des principes de reconstruction sociale, le mariage amoral, la pratique et la théorie du bolchevisme. Tous ces livres sont, à mon avis, extrêmement intéressants. La révolution inconnue de Volin, si vous voulez voir la version de point de vue anarchiste sur la révolution russe, enfin bref. Et aussi, par exemple, il y a des auteurs que vous ne soupçonnez peut-être pas d'être anarchistes qui ne le sont pas. C'est Oscar Wilde, par exemple, qui a écrit L'âme de l'homme sous le socialisme. C'est un livre assez intéressant. Il y a toutes sortes de gens, par exemple, je ne sais pas si vous comptez Tolstoï. Tolstoï se considère comme anarchiste chrétien, ce qui est un peu bizarre, mais enfin, Malraux disait que Jésus-Christ était le seul anarchiste qui avait réussi. Donc, bon, alors, je vais venir aux idées, mais pour commencer un peu par des anecdotes, des anarchistes, ne vous effrayez pas, je n'ai pas de couteau entre les dents, ni de Kalachnikov en dessous de la table, mais ils sont à plus d'endroits que vous ne le pensez peut-être, parce que vous connaissez sans doute, puisque beaucoup d'entre vous viennent de Bruxelles, la clinique César de Pape. César de Pape était au moins au départ un disciple de Proudhon, c'était un des fondateurs du PO, des Belges qui lançait le PS, mais au départ c'était un anarchiste, c'était un libre penseur. Si vous passez devant l'ULB, il y a le campus du Solbosch, et là vous voyez un homme qui tend une torche, d'accord? C'est un monument à Francisco Ferrer, qui est un anarchiste espagnol et un pédagogue qui a été tué, qui était à l'époque du franquisme. On pourrait parler d'Élysée. Non, il était exécuté en 9. Ah bon, ok. Mais bon, je ne sais. Mais tu est-il que c'est avant, vous voulez signaler que c'est avant l'époque du franquisme. Et c'est un éducateur progressiste. Et alors, bon, Reclus, par exemple, Élisée Reclus, qui était un grand géographe anarchiste, il était professeur à l'ULB, il y a eu un attentat anarchiste à Bruxelles, et on a utilisé ça par association, un mécanisme qui est encore utilisé pour se débarrasser de lui. Bon. Alors, les anarchistes, évidemment, vous avez, probablement que vous êtes familier avec des formules anarchistes. Vous connaissez les slogans 68 heures, soyez réalistes, exigez l'impossible. Mais les anarchistes, je trouve, ont eu le génie de la formule. Par exemple, le mariage, la prostitution à long terme, l'esclavage, c'est l'assassinat, la propriété, c'est le vol. Si Dieu existait, il faudrait s'en débarrasser. La liberté des autres étant la mienne à l'infini. Ça, c'est de Bakounine. C'est une phrase que j'ai découverte quand j'étais étudiant. On avait une grève liée à des mesures contre l'admission d'étudiants étrangers, début des années 70, et la grande bibliothèque de Louvain, c'était à Leuven, l'ancienne Louvain, était recouverte par cette banderole. Moi je ne savais pas qui était Bakounine, je savais pas ce que c'était de l'anarchie, mais c'était un milieu catholique où on pourrait résumer les choses en disant que tout ce qui n'était pas explicitement autorisé était interdit. Alors la banderole m'avait beaucoup impressionné. Enfin, un autre, bon, travailleur du monde entier, reposez-vous,
Chomsky, Chomsky il y a encore plus que peut-être le génie de la formule. Par exemple, la Bible est le livre le plus génocidaire de tous les temps. L'éducation, c'est l'imposition de l'ignorance. Si le principe de Nuremberg était appliqué, tous les présidents américains de l'après-guerre auraient été pendus. Si vous ne défendez pas la liberté d'expression, pour les gens que vous méprisez, vous ne la défendez pas du tout. Et Lénine et Trotsky sont les deux plus grands ennemis du socialisme. Donc, tout ça, ce sont des idées un peu provocatrices. Et je voudrais maintenant passer aux choses sérieuses et expliquer les idées de l'anarchisme, du moins tel que je le comprends, ce qui, comme j'ai dit, qui est influencé très fort par Russell et Chomsky, et qui n'est pas absolument une marque déposée. Ce n'est pas la seule façon de faire. Il y a des anarchistes, il y a énormément d'anarchistes qui sont individualistes, je n'en parlerai pas. Il y a des anarchistes qui sont ce que j'appellerais un anarchisme monacal, c'est-à-dire des gens qui se retirent dans les communautés coupées du monde. Et moi j'ai une certaine sympathie pour ce point de vue, mais je n'en parlerai pas. Je comprends que l'on prenne cette attitude, mais je voudrais revenir au principe de l'anarchisme social. Je voudrais aussi prendre un anarchisme qui se veut rationaliste et scientifique, on verra ça plus tard. Et je vais mettre de côté aussi ce qu'on appelle parfois les anarcho-capitalistes ou les libertariens, parce qu'il y a des gens qui mettent en avant le capitalisme le plus débridé, le plus radical comme étant l'incarnation de l'anarchisme. On pourrait évidemment, moi c'est comme marxiste, vous pouvez être marxiste et c'est pas parce que la Corée du Nord est marxiste que vous devez croire à l'existence des licornes. Donc, bon, je veux dire, moi je ne veux pas m'attacher à un mot, mais je vais le donner dans l'interprétation que je connais et que je comprends. Et on parlera éventuellement d'autres façons de voir les choses. Bien. Alors, l'idée fondamentale de l'anarchisme, d'abord, premièrement, pour moi, l'anarchisme, c'est le socialisme. Mais le socialisme tel qu'il a été conçu au XIXe siècle, et dans un premier temps, je pense qu'il y a des points très communs entre Marx et les anarchistes, même s'ils ne s'entendaient pas et se critiquaient, etc. Pour moi, le socialisme tel qu'il est développé au XIXe siècle, je le présente comme une réponse à ce qu'on pourrait appeler l'échec du libéralisme. Alors, ça paraît très étonnant parce que tous les libéraux vous disent que c'est le socialisme qui a échoué. Mais il faut comprendre ce que ça veut dire. C'était le projet libéral, au moins le projet des Lumières, dans une version, il y a beaucoup de versions des Lumières, mais si par exemple, s'il le passe encore, mais si vous avez l'occasion, allez voir Royal Affair, si vous voulez voir un film sur ce qu'étaient réellement les Lumières, au-delà de toutes les déformations postmodernes et postcoloniales qu'on en fait, c'est voir ce que les gens faisaient quand ils se battaient à l'époque des Lumières, et des gens qui étaient d'une certaine façon libéraux. Les libéraux classiques étaient des gens qui évidemment étaient pour le marché libre, mais il faut voir dans quelle société ils vivaient, où pour transporter des biens d'un endroit à l'autre, on devait payer des impôts un peu partout, pour, comme dit une chanson de la Révolution française, des rois qui faisaient la guerre et entretenaient les catins. Et donc, c'était évidemment considéré, la liberté du commerce était une revendication émancipatrice, et en plus, c'était dans une société de petits producteurs indépendants, d'artisans, etc. Il n'y avait pas de multinationales, les grandes compagnies, etc. Et on peut très bien comprendre que les revendications de cette époque avaient comme but l'émancipation de l'être humain grâce à l'Église et à l'État, la défense de la liberté d'expression et l'abolition des privilèges monarchiques et féodaux. Et je pense qu'en général, les marxistes et les anarchistes considéraient ça comme progressiste. Mais ce qui s'est passé avec le développement de la grande industrie et du colonialisme en partie, on reviendra à ça plus tard, c'est qu'il y a eu l'accumulation de biens entre les mains d'une classe, la bourgeoisie, comme on va dire à l'époque, on dirait encore maintenant. Et à partir du moment où ces biens ont été concentrés, les promesses émancipatrices des Lumières, donc d'une certaine façon, sont arrivées dans une impasse. Parce que le pouvoir des gens qui possèdent les moyens de production, les grands moyens de production et d'échange, est énorme par rapport aux salariés. Et ce pouvoir, évidemment, comme ça a été le cas au XXe siècle, et je parle des partis, je ne parle pas du fascisme, je parle des pays démocratiques, comme ça a été le cas au XXe siècle, ce pouvoir concentré permet de subvertir même le processus démocratique, comme on le voit à peu près tout le temps, à travers le rôle de l'argent dans la politique. Aux États-Unis, les élections sont carrément achetées, ici c'est un peu plus compliqué, vous avez tous les think tanks, tous les moyens de pression, etc., plus les médias, qui sont en grande partie la propriété privée aussi, qui sont des grandes entreprises ou la propriété privée de grandes entreprises, et par conséquent, qui sont, comment dirais-je, qui biaisent, si vous voulez, le processus politique de façon extrême. Et donc, je pense que là, ça c'est pour moi c'est le point le plus fondamental
de l'anarchisme, et dans ce sens-là, c'est pas nécessairement différent du marxisme, c'est, à ce niveau-là, c'est la socialisation des moyens de production et d'échange comme réponse au problème qui a été suscité par la concentration des moyens de production. À partir du moment où les moyens de production sont de fait socialisés, dans ce sens que ce n'est pas des producteurs indépendants, mais c'est des grandes entreprises qui ont besoin de routes pour acheminer les matériaux, qui ont besoin de matières premières, qui ont besoin de systèmes éducatifs, qui ont besoin jusqu'à un certain point de système de santé pour que leurs travailleurs soient en bonne santé. À partir du moment où la production est de facto socialisée, la question du contrôle privé, la contradiction, comme diraient les marxistes, je n'aime pas ce terme, mais entre le caractère social de la production et l'appropriation privée des moyens de production, est la question qui est posée par tout le monde, si vous voulez, au XIXe siècle. Enfin, tout le monde, chez les socialistes, évidemment, et les révolutionnaires. Bien. Et ça, je pense que cette question-là est importante, mais il faut comprendre aussi que dans cette époque, à cette époque-là, les gens, et de nouveau je pense que socialiste et marxiste n'est pas si différent là-dessus, voulaient dépasser le capitalisme tout en gardant les acquis des Lumières et les acquis de la Révolution française, etc. Ils ne seraient jamais venus à l'idée de créer des systèmes comme ont été créés au XXe siècle, par exemple l'Union soviétique, la Chine, etc. On viendra à ces systèmes dans un moment, mais certainement, si vous aviez endormi Marx, etc., même les socialistes les plus étatistes, à cette époque-là, vous avez réveillé plus tard, je ne sais pas, en 1948, en Union soviétique, ils n'auraient pas dit que c'était les pays socialistes, ils n'auraient pas reconnu ça comme ce qu'ils entendaient par socialiste, parce que tous étaient des enfants de la lumière et tous acceptaient la liberté d'expression, la liberté individuelle, etc., au moins pour la majorité des gens, peut-être pas pour les exploiteurs, peut-être pas pour des exceptions, etc., mais pas au niveau de l'État totalitaire qui s'est réellement développé. Je pense que même les bolcheviks, si on avait endormi Lénine, même Staline en 1917 et qu'on avait réveillé en 1948 en Union soviétique, ils n'auraient pas retenu ce qu'ils voulaient faire, parce que je pense que ce qui s'est passé, c'est l'histoire, c'est pas le projet imposé dans l'esprit des gens, mais l'histoire de la guerre civile, de la Deuxième Guerre mondiale, de la nécessité d'industrialiser, etc. On y reviendra. Mais en tout cas, la conception du socialisme qu'on a maintenant, évidemment, c'est toujours par rapport à l'État. C'est toujours l'idée d'un contrôle de l'État sur l'économie. Mais la conception du socialisme telle que moi je la comprends et telle que les anarchistes ou Chomsky et Russell la comprennent, c'est toujours le contrôle social sur la production. D'accord ? Par exemple, on pourrait imaginer un monde, je ne dis pas que c'est souhaitable, je dis on pourrait imaginer un monde où les entreprises sont toutes entre les mains des travailleurs et sont toutes reliées entre elles par des pures relations de marché. Je ne dis pas que c'est souhaitable, mais dans ce sens-là, il n'y aurait plus la propriété privée des moyens de production. Non, je dis. Mais c'est parce que tout le débat socialisme-capitalisme tourne toujours autour, dans notre mentalité à nous, encore maintenant, l'État, contrôle de l'État sur la production ou concurrence, libre marché, etc. Je pense que ce n'est pas la question fondamentale. La question fondamentale revient à la question de savoir quelle classe, ultimement, contrôle les moyens de production. Bien. Alors, évidemment, pour moi, ce qu'on appelle libéralisme aujourd'hui, enfin l'immense majorité, pas tout le monde, mais le libéralisme aujourd'hui a très peu à voir avec le libéralisme classique et est devenu en fait l'apologie d'une forme particulière de tyrannie, qui est la tyrannie, ou d'une forme particulière de nouvelle aristocratie, qui est la tyrannie des patrons et le pouvoir du grand capital, mais ce n'était pas le projet des Lumières et ce n'était pas le projet de tous les libéraux classiques. Alors, les gens qui défendent le capitalisme et qui se disent libéraux, à mon avis, utilisent deux types d'arguments pour défendre. J'ai oublié d'expliquer ça, maintenant je vais commencer par discuter l'anarchisme, comme je l'ai défini par rapport au libéralisme, qui est simplement le socialisme en gardant les acquis des Lumières, et par rapport, alors d'abord au libéralisme actuel. Donc pour moi c'est la continuation du libéralisme classique, mais le libéralisme actuel est très différent. Puis je vais comparer avec le marxisme, enfin les marxismes, et puis je vais comparer avec les théories, j'appelle réactionnaires, c'est-à-dire les théories religieuses, féodales, etc., fascistes si vous voulez, bon, si j'ai le temps. Et donc,